De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, le volume 1er, chapitre 3, suite. Conséquences politiques de l'état social des Anglo-Américains. Les conséquences politiques d'un pareil état social sont faciles à déduire. Il est impossible de comprendre que l'égalité ne finisse pas par pénétrer dans le monde politique comme ailleurs. On ne saurait concevoir les hommes éternellement inégaux entre eux, sur un seul point, égaux sur les autres. Ils arriveront donc dans un temps donné à l'être sur tous. Or, je ne sais que deux manières de faire régner l'égalité dans le monde politique. Il faut donner des droits à chaque citoyen ou n'en donner à personne. Pour les peuples qui sont parvenus au même état social que les Anglo-Américains, il est donc très difficile d'apercevoir un terme moyen entre la souveraineté de tous et le pouvoir absolu d'un seul. Il ne faut point se dissimuler que l'état social que je viens de décrire ne se prête presque aussi facilement à l'une et à l'autre de ces deux conséquences. Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les peuples dont l'état social est démocratique méprisent naturellement la liberté. Ils ont au contraire un goût instinctif pour elle. Mais la liberté n'est pas l'objet principal et continu de leur désir. Ce qu'ils aiment d'un amour éternel, c'est l'égalité. Ils s'élancent vers la liberté par impulsion rapide et par effort soudain, et s'il manque le but, ils se résignent. Mais rien ne saurait les satisfaire sans l'égalité, et ils consentiraient plutôt à périr qu'à la perdre. D'un autre côté, quand les citoyens sont tous à peu près égaux, il leur devient difficile de défendre leur indépendance contre les agressions du pouvoir. Aucun d'entre eux n'étant alors assez fort pour lutter seul avec avantage. Il n'y a que la combinaison des forces de tous qui puisse garantir la liberté. Or, une pareille combinaison ne se rencontre pas toujours. Les peuples peuvent donc tirer deux grandes conséquences politiques du même état social. Ces conséquences diffèrent prodigieusement entre elles, mais elles sortent toutes deux du même fait. Soumis les premiers à cette redoutable alternative que je viens de décrire, les Anglo-Américains ont été assez heureux pour échapper au pouvoir absolu. Les circonstances, l'origine, les lumières et surtout les mœurs leur ont permis de fonder et de maintenir la souveraineté du peuple. Chapitre 4 du principe de la souveraineté du peuple en Amérique. Sommaire. Il domine toute la société américaine, application que les Américains faisaient déjà de ce principe avant leur révolution. Développement que lui a donné cette révolution, abaissement graduel et irrésistible du sens. Lorsqu'on veut parler des lois politiques des États-Unis, c'est toujours par le dogme de la souveraineté du peuple qu'il faut commencer. Le principe de la souveraineté du peuple, qui se trouve toujours plus ou moins au fond de presque toutes les institutions humaines, y demeure d'ordinaire comme enseveli. On lui obéit sans le reconnaître, ou si parfois il arrive de le produire un moment au grand jour, on se hâte bientôt de le replonger dans les ténèbres du sanctuaire. La volonté nationale est un des mots dont les intrigants de tous les temps et les despotes de tous les âges ont le plus largement abusé. Les uns en ont vu l'expression dans les suffrages achetés de quelques agents du pouvoir, d'autres dans les votes d'une minorité intéressée ou craintive. Il y en a même qui l'ont découverte toute formulée dans le silence des peuples et qui ont pensé que, du fait de l'obéissance, naissait pour eux le droit du commandement. En Amérique,
Le principe de la souveraineté du peuple n'est point caché ou stérile comme chez certaines nations. Il est reconnu par les mœurs, proclamé par les lois, il s'étend avec liberté et atteint sans obstacle ses dernières conséquences. S'il est un seul pays au monde où l'on puisse espérer apprécier à sa juste valeur le dogme de la souveraineté du peuple, l'étudier dans son application aux affaires de la société et juger ses avantages et ses dangers, ce pays-là est assurément l'Amérique. J'ai dit précédemment que dès l'origine, le principe de la souveraineté du peuple avait été le principe générateur de la plupart des colonies anglaises d'Amérique. Il s'en fallut de beaucoup cependant qu'il dominât alors le gouvernement de la société comme il le fait de nos jours. Deux obstacles, l'un extérieur, l'autre intérieur, retardaient sa marche envahissante. Il ne pouvait se faire jour ostensiblement au sein des lois, puisque les colonies étaient encore contraintes d'obéir à la métropole. Il était donc réduit à se cacher dans les assemblées provinciales et surtout dans la coutume. Là, il s'étendait en secret. La société américaine d'alors n'était point encore préparée à l'adopter dans toutes ses conséquences. Les Lumières dans la Nouvelle-Angleterre, les richesses au sud de l'Hudson exercèrent longtemps, comme je l'ai fait voir dans le chapitre qui précède, une sorte d'influence aristocratique qui tendait à resserrer en peu de mains l'exercice des pouvoirs sociaux. Il s'en fallait encore beaucoup, que tous les fonctionnaires publics fussent électifs et tous les citoyens électeurs. Le droit électoral était partout renfermé dans de certaines limites et subordonné à l'existence d'un sens. Ce sens était très faible au nord, plus considérable au sud. La Révolution d'Amérique éclata. Le dogme de la souveraineté du peuple sortit de la coutume et s'empara du gouvernement. Toutes les classes se compromirent pour sa cause. On combattit et on triompha en son nom. Il devint la loi des lois. Un changement presque aussi rapide s'effectua dans l'intérieur de la société. La loi des successions acheva de briser les influences locales. Au moment où cet effet des lois et de la Révolution commença à se révéler à tous les yeux, la victoire avait déjà irrévocablement prononcé en faveur de la démocratie. Le pouvoir était par le fait entre ses mains. Il n'était même plus permis de lutter contre elle. Les hautes classes se soumirent donc sans murmurer, sans combat, à un mal désormais inévitable. Il leur arriva ce qui arrive d'ordinaire aux puissances qui tombent, l'égoïsme individuel s'empara de leurs membres. Comme on ne pouvait plus arracher la force des mains du peuple et qu'on ne détestait point assez la multitude pour prendre plaisir à la braver, on ne songea plus qu'à gagner sa bienveillance à tout prix. Les lois les plus démocratiques furent donc votées à l'envi par les hommes dont elles froissaient le plus les intérêts. De cette manière, les hautes classes n'excitèrent point contre elles les passions populaires, mais elles hâtèrent elles-mêmes le triomphe de l'ordre nouveau. Ainsi, chose singulière, on vit l'élan démocratique d'autant plus irrésistible dans les États où l'aristocratie avait le plus de racines. L'État du Maryland, qui avait été fondé par de grands seigneurs, proclama le premier le vote universel. On dit en note « Amendement fait à la Constitution du Maryland en 1801 et 1809 ». Fin de note. Et introduisit dans l'ensemble de son gouvernement les formes les plus démocratiques. Lorsqu'un peuple commence à toucher au sens électoral, on peut prévoir qu'il arrivera dans un délai plus ou moins long à le faire disparaître complètement. C'est là l'une des règles les plus invariables qui régissent les sociétés. À mesure qu'on recule la limite des droits électoraux, on sent le besoin de la reculer davantage, car après chaque concession nouvelle, les forces de la démocratie augmentent et ses exigences croissent avec son nouveau pouvoir.
L'ambition de ceux qu'on laisse au-dessous du sens s'irrite en proportion du grand nombre de ceux qui se trouvent au-dessus. L'exception devient enfin la règle, les concessions se succèdent sans relâche, et l'on ne s'arrête plus que quand on est arrivé au suffrage universel. De nos jours, le principe de la souveraineté du peuple a pris aux États-Unis tous les développements pratiques que l'imagination puisse concevoir. Il s'est dégagé de toutes les fictions dont on a pris soin de l'environner ailleurs. On le voit se revêtir successivement de toutes les formes, suivant la nécessité des cas. Tantôt le peuple encore fait les lois comme à Athènes, tantôt des députés que le vote universel a créés le représentent et agissent en son nom sous sa surveillance presque immédiate. Il y a des pays où un pouvoir en quelque sorte extérieur au corps social agit sur lui et le force de marcher dans une certaine voie. Il y en a d'autres où la force est divisée, étant tout à la fois placée dans la société et hors d'elle. Rien de semblable ne se voit aux États-Unis. La société y agit par elle-même et sur elle-même. Il n'existe de puissance que dans son sein. On ne rencontre même presque personne qui ose concevoir et surtout exprimer l'idée d'en chercher ailleurs. Le peuple participe à la composition des lois par le choix des législateurs, à leur application par l'élection des agents du pouvoir exécutif. On peut dire qu'il gouverne lui-même, tant la part laissée à l'administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent de son origine populaire et obéit à la puissance dont elle émane. Le peuple règne sur le monde politique américain, comme Dieu sur l'univers. Il est la cause et la fin de toute chose, tout en sort et tout s'y absorbe.